95% des gens vivent et meurent sans jamais réaliser quel est leur génie. Les gens ne savent pas quoi faire parce que nous n'avons pas géré le plus fondamental. Vous devez juste ajuster vos compétences. Où que vous soyez, vous saurez comment faire. Vous fonctionnerez au mieux de votre intelligence et de vos capacités. Une des choses que quelqu'un qu'on a rencontré il y a quelques semaines, le doyen de la Harvard Business School, m'a dit, on parlait de leadership. Et il partageait sa philosophie sur le leadership en tant que doyen d'une grande école de commerce. Et en gros, il a dit, pour moi, il s'agit de savoir, d'agir et d'être, d'avoir quelques vraies connaissances et une expertise pour diriger, agir en fonction de ça, et puis de vivre chaque jour comme ça. Et l'une des choses qui, selon moi, a été la plus étonnante dans le parcours de Sadhguru, ce sont les actions qu'il a entreprises. Vous avez vu certains des programmes là-haut, mais peut-être pouvez-vous décrire certaines des choses que vous avez lancées dans le monde, parce que ce n'est pas juste se rassembler et parler et philosopher, c'est vraiment un passage à l'action. Donc peut-être que vous pouvez nous parler de certaines des choses que vous avez lancées dans le monde et comment vous les alimentez. Quand on dit « être », on parle de la nature fondamentale de notre existence. La qualité de notre existence va déterminer la qualité de notre perception. Et la qualité de notre perception va déterminer la qualité de ce que l'on sait et de ce qu'on ne sait pas. L'action est une conséquence de cela. Si vous prenez ça à l'envers, alors c'est comme dire fruit, arbre, racine, terre. Ça ne marche pas comme ça. Terre, racine, arbre et ensuite fruit. Si vous prenez ça à l'envers, vous pouvez peut-être en tirer quelque chose de force, mais ça fait des dégâts. Aujourd'hui, je travaille avec tout un tas de chefs d'entreprise dans le monde, à la fois en Inde et à l'étranger. Je ne voudrais pas généraliser cela, mais je dirais qu'au moins 60 à 70% d'entre eux, à 45 ans, ils sont sérieusement abîmés à bien des égards. Soit ils ont étouffé leurs émotions à cause d'un certain type d'activité, soit beaucoup d'entre eux souffrent de divers types de maladies physiques, ce qui est essentiellement, selon eux, une conséquence naturelle du type de travail qu'ils font. Parce que vous faites les choses de force. Si vous ne comprenez pas dans l'ordre naturel des choses comment la vie s'épanouit, si vous voulez le fruit avant l'arbre, de toute évidence, ça implique de faire les choses de force. Quand vous faites les choses de force, il se peut qu'une chose soit accomplie, mais le reste est endommagé. La plupart des sociétés riches dans le monde, partout, pas seulement ici, connaissent cela. Elles sont devenues prospères, mais l'idée fondamentale de la recherche de richesse, que ce soit dans la vie d'un individu ou dans une société ou dans une nation, c'est qu'elle va nous permettre de choisir, fondamentalement, notre alimentation et notre mode de vie. C'est pour ça que les êtres humains recherchent la richesse, pour qu'elle nous donne tout un choix en termes d'alimentation et de mode de vie. Maintenant, si vous regardez la vie des gens, ces choix ne sont pas quelque chose dont ils profitent, ces choix les font juste devenir fous. Les gens ne savent pas quoi manger, les gens ne savent pas quoi faire, parce que on n'a pas géré le plus fondamental. Nous voulons être sur le circuit. Mais on ne veut pas construire une machine pour cela, on veut juste gagner. Personne ne gagne une course parce qu'il le désire. Qui ne désire pas gagner? Tout le monde veut gagner. Mais seule la compétence l'emporte à la fin. Donc, que ce soit dans une école, ou dans une université, ou dans un contexte professionnel,
Au lieu d'ajuster nos compétences, on ajuste nos désirs. On appelle ça être ambitieux ou axé sur les objectifs ou autre. Vous ajustez vos désirs sans ajuster vos compétences, ou vous ajustez peut-être vos compétences, mais ça vient après le désir. Non, vous devez juste ajuster vos compétences. Ce que vous pouvez faire peut être au-delà de vos désirs. Ou ça peut être un peu moins que ça, on ne sait pas. Mais sans ajuster vos compétences, vous essayez d'ajuster vos désirs, ce qui crée un sentiment de stress inutile, alors que vous vous en sortez bien. Regardez comme c'est embarrassant. Vous souffrez de votre bien-être. Cela ne peut être excusé. Parce que notre bien-être coûte très cher en termes de pertes et de souffrances pour toutes les autres créatures de la planète, et nous en souffrons. Simplement parce que nous mettons la charrue avant les bœufs. Donc, vous ne pouvez pas faire et être à la fin. Faire, savoir et être, non, non. Être, d'abord. Comment être? Si vous ne savez pas comment être, où qu'on vous mette, vous allez souffrir. Si vous savez comment être, que vous travaillez ici, à San Francisco, ou que vous deviez travailler sur Mars, peu importe. Où que vous soyez, vous saurez comment faire. Qu'allez-vous faire? Vous allez fonctionner au mieux de votre intelligence et de vos capacités. C'est tout ce que vous pouvez faire. Dans nos vies, si l'on ne fait pas ce qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas un problème. Mais si l'on ne fait pas ce qu'on peut faire, nous sommes une vie désastreuse. C'est tout ce qu'on essaie d'éviter, que l'on ne finisse pas par être incapable de faire ce qu'on peut faire. Mais une fois que vous créez ce stress inutile et parfaitement évitable, parce que vos désirs sont plus grands que vos compétences, sans ajuster les compétences, au lieu de tout focaliser et d'ajuster les compétences, on ajuste le désir. Maintenant, vous créez une situation où il y a du stress. Stress veut dire que vous allez vers l'incompétence, pas vers la compétence. Toute machine sur la planète ne fonctionne au mieux que lorsqu'il n'y a pas de sentiment de friction. S'il y a un minimum de friction, c'est que cette machine est la plus efficace. Pourquoi n'est-ce pas vrai pour le mécanisme humain? Si celui-ci fonctionne avec le minimum de friction, il va fonctionner au mieux. Serais-je aussi bon que vous? Peut-être pas. Mais je serai à mon pic, et c'est tout. Et chaque être humain est venu avec un certain génie. Mais je dirais qu'en raison du genre d'école qu'on a adopté dans notre... partout dans le monde, pas dans un endroit en particulier, et de la façon dont nous abordons la vie, je dirais que 95% des gens vivent et meurent sans jamais comprendre quelle est la particularité de leur génie. Seuls 2 à 5% des gens comprennent le génie de ce dont ils sont capables. Les autres vont tous faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait, ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça mieux qu'eux. C'est ça leur idée du bien-être. À cause de cela, une énorme quantité de génie humain est simplement perdue. Et c'est le plus grand crime sur la planète, que le génie humain soit étouffé, parce que tout le monde essaie d'être dans le même panier et d'être au-dessus de tout le monde. C'est une façon très rudimentaire de fonctionner dans le monde. Malheureusement, c'est devenu la norme partout. Nous essayons de faire quelque chose, mais c'est à petite échelle. À grande échelle, l'école et l'éducation et les aspirations professionnelles vont toutes dans ce sens. On a tous voulu entrer dans le même panier et être au sommet de la pile. C'est une façon cruelle de vivre. Si vous y arrivez, vous allez souffrir. Si vous n'y arrivez pas, vous allez souffrir aussi. La pensée positive a détruit beaucoup de possibilités pour les gens. Le mental ouvre la voie, mais ne te fait jamais arriver, tu dois quand même parcourir le chemin.
Rendre la pensée si importante est une façon très malsaine d'aborder la vie. Cela va te rendre euphorique, mais ce n'est pas une solution ultime à la vie. Cette pensée positive a détruit de nombreuses possibilités pour les gens. La pensée positive est comme ça. Il y a un poème écrit par un penseur positif. Un petit oiseau volait dans le ciel. Caca, il a fait dans mon œil. Mais je ne peux ni m'en soucier ni pleurer, car je suis un penseur positif. Je remercie Dieu et prie que les buffles ne volent pas. J'aurais aimé que les buffles volent et atterrissent sur tous ces gens. Parce que si tu n'es pas prêt à regarder la vie juste telle qu'elle est, il n'y a pas de moyen de faire un pas pour la vie. N'est-ce pas? Si tu n'es pas prêt à regarder la vie juste telle qu'elle est, tu ne peux pas y faire quoi que ce soit. Tu peux juste mentalement continuer à faire de drôles de choses, qui peuvent te divertir, mais ne t'amènent jamais nulle part. Si l'on se soucie de cette vie, il est très important d'être honnête sur où l'on en est vraiment. Alors seulement on peut faire un voyage. Si tu te racontes juste des salades pour croire que tout va bien, tout est merveilleux, vous devez comprendre ceci, le mental ne peut couvrir la voie, ce n'est jamais le voyage. En ce moment, vous voulez aller où? Vous voulez aller dans un endroit de rêve, peu importe où c'est. La seule façon d'y aller, c'est d'abord d'y penser mentalement. Oh, je veux aller là-bas. Comment y aller? Avion, argent, ceci, cela. Donc le mental ouvre la voie, mais ne te fait jamais arriver, tu dois quand même parcourir le chemin, n'est-ce pas? Donc, si tu t'assois ici et penses à Dieu, pense au paradis, pense à la spiritualité, pense à l'éveil, ok, ça ouvre la voie. Mais peu importe, même si tu as construit une super autoroute, jusqu'à ce que tu fasses le voyage, tu n'arrives pas à destination, n'est-ce pas? Oui, tu as construit la meilleure autoroute, mais tu n'as pas fait le voyage, tu n'as pas fait le voyage, c'est tout. C'est une autoroute gaspillée si personne ne fait le voyage. Donc vous devez comprendre que ce que vous faites mentalement n'est pas la réalité, ça donne juste le cap, mais vous devez toujours parcourir la distance. Sadhguru, une fois vous avez dit que la pensée positive a une certaine pertinence psychologique, mais pas de pertinence existentielle. Pouvez-vous s'il vous plaît développer cela? Voyez, dans ces cultures, clairement vous avez donné trop d'importance à votre processus de pensée, trop. Je pense que les philosophes de la Renaissance ont dit « Je pense, donc je suis ». Donc, tel est le niveau d'importance que vous avez accordé à la pensée. Mais dites-moi, d'après votre propre bon sens, dites-moi, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce parce que tu existes que tu penses, ou est-ce parce que tu penses que tu existes? Comme tu existes, tu penses, n'est-ce pas? Comme vous n'avez pas connu la vie d'une quelconque autre façon qu'en pensant, maintenant vous avez rendu la pensée plus importante que tout. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de pensée. Si je m'assois simplement ici, je vais être assis sans la moindre pensée dans mon mental. Cela veut-il dire que je n'existe pas? J'existe, j'existe absolument. Comme j'existe de façon si puissante, la pensée est juste un petit événement pour moi. Ma pensée n'est qu'un petit événement pour moi dans ma vie. Je peux penser, ce n'est pas que je sois incapable de penser. Je peux penser, mais
c'est quand même un très petit événement, parce que mon existence est bien plus grande que ma pensée. Maintenant, les gens essaient de rendre leur pensée bien plus grande que leur existence. Rendre la pensée si importante est une façon très malsaine d'aborder la vie. Au début, ça va t'exciter parce que tu peux créer quelques trucs avec ta pensée. Voyez, si tu génères une pensée puissante, tu peux provoquer certaines choses. Tu peux avoir un certain pouvoir sur les gens et les situations. Cela va te rendre euphorique, mais ce n'est pas une solution ultime à la vie. Tu es peut-être efficace dans le monde, mais en toi-même tu es toujours une pagaille. À quoi bon? Tu veux faire bonne impression aux yeux de 10 personnes. Cela ne changera pas l'expérience de ta vie. Si tu t'assois ici, tu es absolument extatique, c'est cela qui change l'expérience de ta vie. Ce que quelqu'un d'autre pense de toi, pourquoi est-ce si important? Ou ce que tu penses de toi-même, pourquoi est-ce si important? Quoi que tu penses de toi-même, quoi que le monde entier pense de toi, n'a pas de pertinence existentielle. Quoi que tu penses en ce moment n'a pas de pertinence existentielle. Ça n'a qu'une pertinence psychologique, peut-être une pertinence sociale, mais pas une pertinence existentielle. Donc quand on dit processus spirituel, on parle d'une dimension existentielle, pas d'une dimension psychologique, pas d'une dimension sociale.